Donc petite vidéo juste pour répondre à la vidéo d'Antoine Goya. Non pas que je l'attaque en tant que personne, d'ailleurs il y a certaines de ses critiques sur le cinéma que je trouve très pertinentes dans le fond, mais dès qu'on commence à parler de politique ou de choses comme ça, je trouve que très souvent on va tomber dans des arguments assez fallacieux, et donc aujourd'hui je voulais juste faire une petite vidéo pour adresser certains de ces arguments dans la dernière vidéo qu'il a faite. C'est pas non plus pour défendre Tatiana Ventos, parce que j'écoute pas forcément ses vidéos, mais voilà, donc on se lance dans la vidéo, je vais l'écouter et répondre en live, donc j'ai pas pris de notes sur la vidéo, mais je vais y répondre au fur et à mesure que la vidéo se déroule. Donc déjà, dès le départ, on a quand même une vision assez biaisée de ce qu'est le mérite, et d'ailleurs ça va être un peu le fil conducteur de cette vidéo. Donc lorsqu'il nous parle de mérite et qu'il nous raconte sa petite anecdote qui a peut-être existé, on sait pas. Et il nous racontait une anecdote. En fait, quand lui il était jeune, il avait une dissertation à faire, enfin, toute sa classe avait une dissertation à faire, et lorsqu'il faisait sa dissertation, lui en fait, c'est un flemmard, il torchait un truc, une page et demie, et puis il la rendait, il avait 11. Mais il y avait un camarade de classe, il était en difficulté et tout, il s'est dit non mais ce week-end je sors pas, je reste à l'internat, non franchement je vais bosser et tout, non je vais faire cette putain de rédaction, et puis il rend un truc, il fait 10 pages et tout, et puis bon il se chope un 5, ce qui est pas une bonne note, hein, voilà, ce qui est pas une bonne note, et c'est moins bien que le mec qui a passé je sais pas, une petite demi-heure à écrire sa page et demie vite fait, parce qu'il savait que le prof aurait la flemme de tout corriger, il se dit ok ouais bon ça se tient à peu près, hop, voilà, 11. Dire que quelqu'un de meilleur a besoin de travailler moins pour obtenir des résultats, ça veut pas dire que le mérite n'existe pas. Le mérite, c'est une valeur qui est en rapport avec toi-même, c'est-à-dire que la version de toi sans travailler va obtenir moins de résultats que la version de toi qui travaille. Ça n'enlève pas la valeur du travail de dire que quelqu'un d'autre aura des facilités à réussir. Après, il y a une espèce de mépris qui va nous glisser dans sa vidéo. C'est en fait un mépris de classe déguisé, c'est-à-dire que on va dire ah si tu n'as pas des parents qui t'emmènent en voyage, tu vas pas pouvoir être bilingue, si jamais t'as pas des parents ou des professeurs qui t'apprennent une méthode d'apprentissage, t'es incapable d'apprendre par toi-même, c'est pas vraiment comme ça que fonctionne un être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il a une capacité d'adaptation, et surtout aujourd'hui, on est à une époque où t'as YouTube, t'as tout ce que tu veux dessus, tu peux apprendre n'importe quoi, donc je pense qu'en fait cette vision extrêmement archaïque qui vise à dire oui, ce qui compte c'est les méthodes d'apprentissage, c'est est-ce que t'as quelqu'un qui te prend par la main et qui t'explique comment est-ce qu'on apprend, c'est un petit peu du mépris de classe, parce que aujourd'hui, peu importe ta classe sociale, tu peux apprendre les choses, t'as juste à regarder sur YouTube, tout le monde a une connexion internet aujourd'hui, je pense que tu peux apprendre ce que tu veux en fait. Après, là où peut-être il veut en venir, c'est que effectivement, tout le monde n'a pas la même capacité à apprendre, mais à ce moment-là, où est le problème ? J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas normal que quelqu'un qui a une meilleure capacité à apprendre s'en sorte mieux dans la vie ? À ce moment-là, si ton argument, c'est de dire que dans la vie, certaines personnes naissent plus chanceuses que d'autres, merci, je pense que tout le monde est au courant qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à la naissance. Après, vraiment, quand il se met à parler du fait que le bourgeois, lui, il voyage, donc il est forcément bilingue... Parce que soit en fait voilà tu peux partir comment dire, des avantages dans la vie car tu es bilingue, oui, car papa t'emmène faire tous les étés des camps de vacances à New York, donc forcément voilà bon écoute oui bon comment dire, la règle des accords particuliers dans la langue anglaise te semble comment dire assez facile et assez innée finalement, parce que tu pratiques voilà tous les étés, bon voilà ça pose pas de problème. Alors ça c'est complètement faux, encore une fois, bon j'essaye de pas faire dans l'anecdotique, mais... on en connaît tous, des gens qui ont de l'argent, qui voyagent, mais qui ne parlent pas un mot d'anglais. Et de la même façon, on connaît aussi des gens qui n'ont pas forcément voyagé, mais qui, en écoutant de la musique ou en regardant des films en anglais, vont avoir un très bon niveau d'anglais, parce que ça va leur venir plus facilement. Après, on arrive sur un gros point où, je sais pas pourquoi, mais il s'est focalisé sur les heures supplémentaires, et pour lui, donc, la droite... Alors, je défends pas la droite ou la gauche, vraiment, c'est pas le but ici, mais pour lui, la droite ne veut que proposer des heures supplémentaires, et c'est ça leur méthode révolutionnaire, et c'est comme ça que on va gravir l'échelle sociale. Alors, soyons clairs, gravir l'échelle sociale, ça se fait parce que tu travailles bien, parce que t'es consciencieux dans ton travail, et effectivement, ça existe. Là, il nous fait croire que ça n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que pour lui, c'est impossible que quelqu'un qui vend des fringues chez Zara devienne ensuite gérant de boutique, devienne ensuite, gérant régional. Pour lui, ça n'existe pas. Alors qu'en réalité, le système capitaliste, s'il y a bien une chose qui permet, c'est ça, c'est l'ascension sociale dans les entreprises. Donc je comprends pas vraiment son argument qui vise à dire que, entre guillemets, si tu es en bas de l'échelle sociale, tu vas y rester toute ta vie. C'est pas le cas. Et ensuite, on arrive dans
un magnifique argument qu'on voit un peu partout, à toutes les sauces, donc... Pire encore, la droite se dit méritocratique. Donc la droite est pour que les gens qui travaillent bien puissent réussir. Voilà, c'est le mérite, c'est moi j'ai bien travaillé, je mérite l'ascension sociale, voilà. Mais en même temps, ils défendent l'héritage. Bon, c'est bizarre ça quand même de défendre l'héritage et d'être pour le mérite. Donc ça, vraiment, je vais revenir dessus parce que c'est quand même quelque chose qu'on lit un peu partout et qui est vraiment frustrant. Le mérite fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis né d'une famille qui avait de l'argent, je mérite d'avoir une bonne vie, c'est plus l'inverse en fait. Si tu as trimé toute ta vie, que tu as travaillé pour gravir l'échelle sociale, que tu as réussi, que tu as économisé de l'argent, que tu as une maison, que tu as acheté une belle voiture, que tu mérites que tes enfants, tu mérites que eux, ils n'aient pas à se soucier autant du financier que ce que toi tu as eu à t'en soucier. C'est-à-dire que tu mérites de savoir que tes enfants ne vont manquer de rien. C'est ça en fait. C'est j'ai trimé toute ma vie, j'ai peut-être travaillé 40 ou plus années pour justement économiser et avoir une situation qui est pérenne, et donc je mérite que mes enfants ne manquent de rien. A contrario, si t'as fait de la merde toute ta vie, que tu n'as pas économisé, que tu as pas mis un sou de côté, bah tu ne sécurises pas la situation pour tes enfants. Mais c'est pas eux qui méritent de naître avec de l'argent, c'est toi qui mérites d'avoir l'argent, de pouvoir leur donner la vie que tu veux leur donner. Alors j'étais en train de travailler sur cette vidéo, et il s'avère que dans la vidéo qu'il a fait juste après, il réfute l'argument que je donne par rapport à l'héritage. Donc je tenais à ajouter un petit point, une petite précision. Donc premièrement, il nous dit, non, c'est vraiment à propos de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a fait, en fait, pour mériter? Mais le mérite est entrelacé avec la responsabilité. C'est-à-dire que pour mériter quelque chose, il faut que tu aies une responsabilité dedans. Donc l'enfant lui-même, par définition, il n'est pas responsable. Et c'est ça qu'il acquiert au fur et à mesure du temps. Si on prend la logique d'Antoine Goya, où est-ce que ça s'arrête? Par exemple, est-ce que je n'ai pas le droit de nourrir mon enfant parce qu'il a rien fait pour mériter cette nourriture? C'est complètement fallacieux comme argument en fait. L'enfant, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va gagner en responsabilité et il va de plus en plus mériter ce qui lui arrive dans la vie. Et il y a une notion de mérite. Ça veut pas dire que la notion de chance n'existe pas, ça veut pas dire que la notion de malheur n'existe pas, mais néanmoins, le mérite va se développer avec la responsabilité. Ensuite, deuxième petite précision que je voulais ajouter, arrêtons avec l'héritage de faire comme si l'héritage décidait de tout en fait. C'est-à-dire que l'âge moyen pour hériter en France actuellement, c'est 50 ans. La moyenne des gens qui héritent, ils ont 50 ans. Est-ce qu'à 50 ans, ta vie, elle n'est pas déjà en grande partie déterminée? En réalité, le plus gros impact que tes parents ont sur ta vie, c'est pas du tout l'héritage, c'est l'éducation qu'ils te donnent. Il y a des parents riches qui peuvent donner une éducation de merde, et il y a des parents pauvres qui peuvent donner une éducation qui t'apprend la valeur du travail et qui fait que tu vas avoir une meilleure vie par la suite. Donc en fait, ces arguments sont complètement fallacieux. Dans le fond, on tombe vraiment sur une vision individualiste du mérite. Le mérite, ça s'étend à une famille. Une famille, en fait, c'est un espèce d'agrégat de mérite. C'est-à-dire que tous les membres de cette famille vont réussir à leur manière, et par cette réussite, on va pouvoir stabiliser une famille qui réussit sur plusieurs générations, et c'est comme ça qu'on crée des choses qui sont un petit peu plus grandes. On peut pas amasser le même nombre de richesses en étant individualiste et en pensant seulement sur une génération que ce qu'on est capable de faire si on pense à plus long terme. Et du coup, c'est un peu ça qui se passe lorsqu'on regarde des gens qui sont des familles riches. C'est parce qu'à un moment ou à un autre, ça a commencé, et ensuite on a fait perdurer ces habitudes qui permettent de faire grandir la famille et de faire grandir les richesses et d'être dans une situation de sérénité financière. Alors après, mon but, c'est vraiment pas de transformer ça en une vidéo avec plein de chiffres, etc. Mais néanmoins, il faut quand même se rappeler que les millionnaires, je parle pas des milliardaires, effectivement, si on va dans les milliardaires, oui, voilà, les milliardaires, c'est beaucoup d'héritage, mais si on reste sur les millionnaires, il y en a que 21% qui ont eu de l'aide de leur famille. C'est-à-dire que le reste, c'est des gens qui ont réussi par eux-mêmes. Donc en fait, on est vraiment sur cette espèce de vision, d'ailleurs à gauche, c'est vraiment la vision dominante où tout est rapport de pouvoir. D'ailleurs, il le dit, il utilise le terme « gueux » comme s'il y avait effectivement des espèces d'aristocrates qui vont décider de qui a le droit ou pas de gravir l'échelle sociale. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Alors peut-être que, et encore une fois, je veux pas faire d'ad hominem, je ne sais pas ce qu'Antoine Goya a fait dans sa vie professionnelle par le passé, mais néanmoins, c'est pas du tout comme ça que fonctionne une entreprise, par exemple. Dans une entreprise, on va faire progresser la personne dont les résultats sont les plus satisfaisants. On n'en a absolument rien à faire de la famille de laquelle il vient. Ce qu'on veut, c'est avoir des résultats. D'ailleurs, c'est un peu ça, en fait, le capitalisme. C'est vouloir
réussir à engranger les plus grands profits. Donc effectivement, si tu travailles bien, si t'es bon, généralement tu vas pouvoir gravir l'échelle sociale. Ça veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas un plafond de verre à un moment ou à un autre. Néanmoins, on est quand même dans la génération où c'est le plus facile de gravir l'échelle sociale. Si tu reviens 100 ans en arrière, c'était pas comme ça, quoi. Bon, après, je passerai un peu sur tout le discours autour de la droite demande tel film, ou la droite demande... Parce que, bon, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, la droite, de qui on parle exactement quand on dit ça, et puis ensuite quand il dit... Pourquoi est-ce que Napoléon est plus intéressant que ta propre vie? Ça, c'est une vraie question. Moi, la chose que je place au centre, c'est ma propre vie. Hein. Ça me semble être la chose la plus importante qui soit. Après, il y a Napoléon, hein, mais d'abord ma propre vie. Je pense que, effectivement, ça dénote vraiment du fait d'être centré sur soi-même, et de ne pas comprendre, en fait, que peut-être ce qui intéresse dans les grands hommes, c'est comment ils peuvent impacter notre vie à nous. Donc c'est peut-être ça en fait que les gens essaient de faire, c'est-à-dire qu'en regardant la vie des grands hommes, on peut se dire comment est-ce que je peux appliquer certaines des choses que ces personnes-là ont faites dans ma propre vie. Donc même d'un point de vue égoïste, entre guillemets, le fait d'admirer la vie de ceux qui ont réussi, ça peut quand même être lié à ta propre vie, mon cher Antoine. Bon après, l'espèce de procès de fausses intentions qui fait à la droite en disant « Est-ce que vous avez été voir tel ou tel film ?» en nous citant des films tous plus obscurs les uns que les autres. Alors, peu importe que ces films intéressent ou pas la droite, je pense qu'avec le marketing que ces films ont eu, la droite n'en aurait pas entendu parler en fait. Donc toi, effectivement, t'es extrêmement cinéphile, donc tu connais des films qui sont un petit peu plus niches. Ça veut pas dire que s'ils n'ont pas vu ce film-là, c'est qu'ils sont pas intéressés par ce sujet. Ça veut juste dire que peut-être ils y ont pas eu accès en fait. C'est comme si je te faisais écouter un musicien et que je te disais si tu n'as pas écouté, c'est parce que t'es pas intéressé par le jazz. Tu peux être intéressé par le jazz, mais ne pas avoir entendu ce musicien-là parce qu'il est pas très connu en fait. Ça veut rien dire sur ton intérêt ou pas envers ce musicien. Alors ensuite, y a quand même un moment où il dit que la raison pour laquelle les Français font moins d'enfants, c'est parce qu'ils travaillent trop. Ah, ça serait peut-être intéressant, vu que les droitards, ils sont là comme ça, ils disent oui, voilà, il faut que les Français fassent plus d'enfants et tout. Pourquoi pas, hein, voilà, oui, quand même, un grand plan de natalité, pourquoi pas, mais du coup, arrêter d'aliéner les ouvriers par le travail, ce serait peut-être pas mal pour que le soir, ils puissent avoir de la libido. Hein, voilà, travailler moins. Hein, voilà, Paul Lafargue soumet droit à la paresse, et ben du coup peut-être qu'ils copuleront plus et ils auront plus d'enfants, ils auront plus de temps pour s'en occuper. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je pose ça là, faites ce que vous voulez de votre contradiction. Hein. Donc là, je veux bien extrapoler énormément, mais c'est-à-dire que le taux de natalité en France, il n'a de cesse que de baisser, et je pense pas que le travail, lui, augmente. Donc si le taux de natalité était plus élevé il y a 50 ans, alors qu'il travaillait plus, je pense que ton argument, il se défait tout seul, en fait. Ça a absolument rien à voir. Le taux de natalité, on sait très bien qu'il baisse, parce que plus les gens sont confortables, moins ils veulent avoir d'enfants. C'est quelque chose qui s'observe à peu près partout dans la civilisation occidentale, donc bon, je pense même pas que c'est un vrai argument qu'il essaye de faire, mais bon, c'est juste un argument fallacieux de plus. Ensuite, je vais pas m'étendre sur les deux films qu'il va citer. La chose que j'ai vraiment envie de dire, c'est les films, ce sont des anecdotes. Donc c'est pas parce que, par exemple, l'ouvrier dans ton film, il arrive pas à s'extirper de sa classe sociale, malgré le fait qu'il travaille bien, que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Ensuite, pareil pour la deuxième anecdote, c'est pas parce que le père en question, dans ce film-là, il a honte de sa classe ouvrière que c'est vraiment le cas. Dans la vraie vie, surtout aujourd'hui, les gens qui travaillent de leurs mains, ils ont pas tant que ça honte en fait de ce qu'ils font. C'est-à-dire que si tu parles à un charpentier, à un menuisier, à un plombier, ils ont pas honte du métier qu'ils font. Donc en fait ça c'est vraiment une vision fantasmée peut-être par les bourgeois, mais ils ont absolument pas honte du métier qu'ils font. Donc ensuite il nous passe un extrait de Tatiana Ventose, mais juste avant de le passer, avec beaucoup de mépris, il dit « Elle raconte absolument n'importe quoi. » Ton appartenance de classe, elle dépend de ta place dans les rapports de production. C'est-à-dire qu'un menuisier, même à 4 000, 5 000 euros par mois, il ne fait pas partie de la bourgeoisie. Et ensuite, juste après l'extrait, lui, il va raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que Tatiana, elle va prendre comme exemple quelqu'un qui est menuisier et qui gagne 4 000 euros par mois, et dire que cette personne-là peut quand même être ouvrier, dans le fond, et faire partie du prolétariat, entre guillemets. Ça n'en fait pas un bourgeois parce qu'il gagne plus d'argent. Et lui, alors je sais pas s'il a écrit une demi-heure de notes en se trompant, mais il va retourner son argument pour dire que c'est un boulanger qui embauche d'autres personnes et qui fait du profit sur leur dos. Genre le boulanger qui gagne 5 000 euros par mois. Alors je n'ai aucune idée de combien gagne en moyenne un boulanger. Bon, t'as un boulanger, effectivement, il produit du pain. Je veux bien croire que ce soit un producteur, entre guillemets, ok. Ok, il produit quelque chose, il gagne 5 000 euros par mois. Ça veut dire que s'il gagne 5 000 euros par mois, il a sa boulangerie, mais il a des employés.
il a sans doute des vendeurs, hein, un ou deux vendeurs, hein, voilà, bon, pourquoi pas. Il a sans doute des gens pour l'aider en cuisine, enfin dans les fourneaux, je sais pas comment on appelle ça, je suis pas expert en boulangerie. Bon, le mec il travaille pas tout seul. Alors un menuisier, ça peut faire 4000 € par mois de lui-même. Ça veut pas forcément dire que c'est une entreprise et qu'il a des employés. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui vend sa force de production à des clients. Donc ça va rentrer dans la description qu'il en fait lui-même par la suite. Donc peut-être avant de dire que les gens disent n'importe quoi, écoute leurs vidéos, ça peut aider. Et donc, même si on prend son argument de base, même si on oublie le fait qu'il s'est trompé et qu'on parle pas d'un boulanger mais d'un menuisier, et qu'on n'a jamais dit qu'il avait des employés, même si on essaye de défendre cet argument-là, en fait, il tombe dans un classisme vraiment complètement binaire, en fait. C'est-à-dire que soit tu es patron et ton seul but dans la vie c'est d'arnaquer tes employés et de leur sucer la moelle et de faire en sorte à avoir le plus de profit possible, soit t'es employé et alors toi, ton but dans la vie... Alors, je sais même pas quel but il essaye de décrire, en fait, mais visiblement, le patron, son but c'est de faire de l'argent, mais l'employé, son but c'est pas de faire de l'argent. En fait, le but de tout le monde c'est de faire de l'argent, c'est-à-dire que, en fait, le patron il prend juste un peu plus de risques, et c'est pour ça qu'il a un meilleur retour. Rien n'empêche. C'est un peu facile de dire... Oh, le patron, c'est vraiment le grand méchant, il utilise la force de travail des autres personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que les autres personnes, parfois, l'employé en question, il n'a pas cette volonté de créer une société. Il n'a pas cette volonté, en fait, de prendre ce risque qui va peut-être lui rapporter ou qui va peut-être faire qu'il va perdre plus, parce qu'il faut pas oublier que monter une entreprise c'est pas quelque chose qui fonctionne à tous les coups, et donc c'est complètement fallacieux de dire le patron c'est le grand méchant qui profite d'une situation de faiblesse de l'employé. C'est pas ça en fait. Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses, et je pense que c'est ça qu'il a un petit peu du mal à faire. Dans la vie, il y a les gens qui ont un travail et les gens qui ont une carrière, c'est-à-dire que tu peux avoir un travail dans lequel tu prends pas vraiment beaucoup de risques et ce travail va suffire à tes besoins et tu te concentres sur d'autres choses dans la vie, et ensuite t'as des gens qui vont se concentrer sur une carrière, et donc la carrière va être le centre de leur vie, et effectivement ils vont parfois avoir des retours qui sont meilleurs. Attention, il existe des exemples anecdotiques où t'as des gens qui peut-être sont devenus riches par hasard, je dis pas le contraire, mais dans l'ensemble, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est parce qu'il le mérite, dans le sens de la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu prends de responsabilité dans une société, plus tu vas avoir de valeur et plus tu vas réussir justement à monétiser ce que tu fais. Après, ça c'est l'éternel dilemme de vraiment du mérite. Je vais pas m'étendre dessus en long, en large et en travers, parce que de toute façon, à gauche, tout ce qu'on se dit, c'est quelqu'un qui a réussi plus que moi et qui a plus d'argent que moi, c'est forcément un escroc. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est extrêmement présent en France, c'est-à-dire qu'en France, on a honte d'avoir de l'argent parce que quelqu'un qui a de l'argent, c'est forcément un escroc. Il faut peut-être se sortir un petit peu de cette mentalité-là et se dire, oui, effectivement, prendre plus de risques dans la vie, travailler plus, réfléchir en dehors, effectivement, des petites boîtes qu'on nous a collées à la naissance, ça peut te permettre d'avoir une certaine réussite. Et donc ça demande de parfois ne pas compter ses heures, ça demande de parfois voir le travail comme plus que juste une fin en soi. Après, il utilise son argument de la librairie pour dire, regardez, un patron de librairie, pendant le Covid, lui, il voulait continuer à travailler, alors que les gens qui sont employés en librairie, eux, ne voulaient pas continuer à travailler, et ils voulaient rester chez eux et ne pas prendre le risque, etc. Mais évidemment, en fait, puisque ces gens-là se sont retrouvés au chômage partiel, donc ils retrouvaient une partie de leur salaire sans avoir besoin de travailler. Alors que pour quelqu'un qui est effectivement la personne qui exploite la librairie, c'est pas du tout la même sécurité de revenus. Donc effectivement, cette personne-là, elle a hâte de retourner au travail, puisque cette personne-là a beaucoup plus à y perdre si elle n'est pas en train de travailler. Donc en fait, tu prouves juste le fait que effectivement, il y a peut-être à y gagner en étant patron, mais il y a aussi à y perdre. Alors je vais pas m'étendre sur la partie où il attaque les arguments de Tatiana Ventose plus que ça. Par contre, il y a quand même un argument assez incroyable qui nous sort à un moment. Il dit: la plupart des problèmes vont pouvoir être résolus facilement si t'as de l'argent. Hein, voilà, si t'es un peu loin de Paris et tout, etc. Bon, voilà, tu prends la petite Mercedes AEG avec le moteur biturbo V8, hein. Et puis voilà, en une demi-heure t'es à Paris. Hein, tu prends l'autoroute et boum, voilà. Et puis en plus, tu peux payer les amendes parce que t'es riche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, non en fait, non. Je sais pas dans quel monde il vit Antoine Goya, mais en fait, en France, si jamais tu roules extrêmement vite, tu vas prendre pas seulement des amendes, tu vas aussi perdre des points sur ton permis de conduire, et ensuite tu vas perdre ton permis de conduire. Alors je veux bien croire que peut-être Jeff Bezos, il en a absolument rien à foutre des limitations de vitesse, mais je pense pas que c'est le cas de n'importe quel médecin de campagne. Donc c'est encore un argument fallacieux et encore un truc qui tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe.
Il finira quand même en redisant son exemple de le boulanger qui gagne 4000 € par mois, alors qu'elle n'a jamais dit ça, elle a parlé d'un menuisier qui fait donc effectivement partie de la classe des gens qui produisent quelque chose et qui n'est pas un patron. Donc on a vraiment cette espèce de paranoïa de patronat versus ouvrier, et on est vraiment sur le patron, il est méchant, vraiment, et d'ailleurs il le dit, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut réveiller la conscience de classe chez les ouvriers et chez les gens qui n'en ont pas autant conscience. Mais peut-être que les gens, en fait, ils ont pas envie de se résumer à leur classe sociale. Alors après, il rentre encore dans l'anecdotique en disant « J'ai déjà eu des retours de gens qui sont dans des petites entreprises, donc du coup, leurs patrons, ils vont leur demander de travailler, de faire des heures non payées, etc. » Alors, en fait, tout ça, ça fait partie de ta relation avec ton patron. C'est-à-dire que le patron, pour que tu travailles, il a besoin de te motiver. À un moment, faut arrêter d'infantiliser les gens. Si jamais ça ne te convient pas, la situation dans laquelle t'es, cherche un autre travail. Le patron, il va pas te mettre une lame sous la gorge et te dire « fais des heures supplémentaires », en fait. Ça se passe pas comme ça. Donc, chaque personne va avoir une relation individuelle avec son patron, et le rapport de motivation va être différent pour chaque relation. Par contre, quand tu dis « le patron, il va vouloir travailler plus parce que lui, il a plus à y gagner », évidemment, en fait, c'est ça le principe d'être patron, et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça. Si jamais t'es une personne qui désire avoir un retour qui est proportionnel à ce que tu mets comme travail, l'entrepreneuriat, ça va plus te parler. Mais par contre, si t'es quelqu'un, et je pense que encore une fois, tu oublies de voir ça, alors que je pense que t'en fais partie, si t'es quelqu'un pour qui le travail et l'accomplissement n'est pas la chose la plus essentielle dans sa vie, tu vas avoir envie d'avoir un travail qui t'apporte une sécurité pour pouvoir profiter de la vie à côté. C'est ce que tu nous dis en début de vidéo, le droit à la paresse, l'envie effectivement d'avoir plus de loisirs. Donc si tu fais partie de ça, il faut pas s'étonner que en fait tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, c'est pas possible. Mais vraiment, il y a une diabolisation du patronat, en fait. Forcément, si t'es patron, ton seul but, c'est ça. Il faut que tu tires parti de tes employés le plus possible et que tu les mettes dans la merde pour, toi, avoir une ascension. C'est pas du tout comme ça que fonctionne, en fait, la vie en entreprise. Au contraire, les patrons qui réussissent et qui arrivent à avoir des résultats, c'est ceux qui arrivent à motiver leurs équipes, c'est ceux qui arrivent à faire en sorte à ce que justement les buts paraissent communs, qu'il y ait une espèce de rétribution dans le fait de travailler plus dur. Donc tout ce que tu nous dis là, en fait, ça va à l'encontre de ce que les patrons essayent de faire aujourd'hui. Donc c'est bien beau d'avoir cette vision manichéenne, bête et méchante du patron qui est forcément la mauvaise personne, mais en fait le patron c'est pas forcément toujours le mal, en fait, faut sortir de ça. Après, il nous parle de la différence entre les employés qualifiés et ceux qui font des tâches, entre guillemets, que n'importe qui peut faire, et il crée une opposition. Alors au début, on dirait qu'il essaye de nous dire « Alors me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les ouvriers, effectivement, qui travaillent au CNES, forcément, il y a moins de gens qui peuvent faire ce qu'ils font. » Mais ensuite, il se rattrape quand même en disant « Reste que ces travaux, on va dire, les moins qualifiés, tout le monde n'est pas capable de le faire, et tout le monde est encore moins capable de le faire à la cadence qui est imposée. Parce que par exemple, t'es femme de chambre, donc là c'est très bien. Tout le monde valide, c'est à peu près faire son lit, ranger des trucs et pousser des trucs. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire dans le timing qui est imposé par son patron. Parce que le patron, il a dit, ok, là, t'as 10 chambres à faire, t'as 1 heure, allez hop, on y va. Alors, faut arrêter, en fait. Encore une fois, ça, c'est un espèce de mépris de classe déguisé. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. C'est-à-dire que je sais pas quel métier Antoine Goya a fait dans son passé, et je veux encore une fois pas tomber dans l'ad hominem, mais lorsque tu es femme de ménage ou lorsque tu es dans un métier manuel, c'est pas parce que t'es dans ces métiers-là que t'es un esclave. C'est pas pour autant en fait que ton patron il peut te mettre la pression de façon illimitée. D'ailleurs, bien au contraire, les gens, plus leur salaire est moindre, entre guillemets, moins on a de façon de faire pression dessus. De toute façon, quelqu'un qui est employé au SMIC, c'est pas une personne de qui tu vas pouvoir t'attendre à sortir la meilleure productivité du monde. Faut arrêter cette vision qui est complètement genre hors sol. C'est pas ça qui se passe, justement. Les gens qui sont non qualifiés, bien souvent, en fait, ils vont faire le travail comme ils peuvent le faire, et le patronat va juste devoir accepter que les gens travaillent à des vitesses différentes. Et si, effectivement, ils ont une vitesse qui est vraiment trop lente, là, il peut y arriver parfois qu'il y ait des licenciements, mais c'est pas du tout la norme. Faut arrêter de croire que dans une société de nettoyage, on s'attend à ce que tout le monde soit le Usain Bolt du nettoyage. Non, ils ont besoin de main d'œuvre, ils vont embaucher des gens, ils en auront certains avec une capacité plus rapide que d'autres, et ils vont s'y adapter, c'est tout. Et il finit par nous dire que c'est pas parce que t'es un brillant intellectuel que t'es meilleur que l'ouvrier, parce que l'ouvrier il sait faire des trucs que tu sais pas faire. Alors
vraiment, on enfonce des portes ouvertes là. Effectivement, je pense pas qu'il y ait par exemple n'importe quel ingénieur qui se dise « Oh, n'importe quel ouvrier, je peux faire son travail mieux que lui ». Il y a personne qui pense ça sur Terre. Par contre, la difficulté des capacités que tu acquiers et la difficulté de l'apprentissage de ces capacités-là, c'est ça qui fait la différence en fait. C'est ça qui fait que les prix du marché vont varier et qu'on va payer plus quelqu'un qui a fait 11 ans d'études pour être médecin que quelqu'un qui effectivement est menuisier, arrive à travailler le bois mais qui a appris ça en 2-3 ans. Donc en fait, quand il nous parle de cette personne fantasmée qui est extrêmement intelligente mais qui est pas capable d'apprendre un métier de base comme femme de ménage ou autre, ça n'existe pas en fait, ils seraient capables de l'apprendre, c'est juste que ils ont utilisé leurs capacités à eux et les possibilités qu'ils avaient eux pour avoir quelque chose qui leur correspond plus et qui va parler à leur capacité en fait. Qui nous fait même une petite métaphore en disant tu peux pas être à la fois du côté du loup et du côté de l'agneau, sous-entendu, effectivement, tous les patrons sont des loups. Alors vraiment, c'est ridicule en fait, parce que le loup est un prédateur de l'agneau, et l'agneau n'a pas besoin du prédateur pour survivre, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si tu regardes bien, en fait, le patron, il fournit du travail à l'employé. C'est une relation de symbiose, c'est-à-dire qu'on a besoin de patrons qui créent de l'emploi pour qu'ensuite les employés puissent avoir une sécurité d'emploi. Encore une fois, c'est tout le temps comme ça à gauche, de toute façon, tout est une question de pouvoir. S'il y a quelqu'un qui est plus haut que toi dans la hiérarchie, c'est que forcément, c'est juste une question de pouvoir, et il essaye de tirer vers le bas. Alors, est-ce qu'il y a aucun patron qui abuse effectivement du rapport de force qui peut être créé entre patron et employé? Non. Mais par contre, faire comme si c'était 100% des cas, le patron cherche à ruiner la vie de ses employés, et en clair, on dirait que s'il pouvait les réduire en esclavage, il le ferait? Non. La vie, c'est pas ça, faut arrêter un petit peu cette caricature, c'est ridicule. Et ensuite, il tombe dans « Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la vie de l'ouvrier ?» En fait, améliorer sa vie, c'est sa responsabilité à lui. Et s'il a fait le choix, quelque part, d'être ouvrier, et qu'il n'en sort pas de ce choix-là, c'est que quelque part, en fait, ça n'a pas plus d'importance que ça, le travail qu'il fait. Et c'est quelque chose, qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter. Ça veut pas dire que 100% des gens pourraient faire autrement, mais en fait, dans la vie, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir des gens qui sont des leaders et des gens qui sont des suiveurs. C'est évident que, quelque part, si quelqu'un valorise la sécurité de son emploi et n'a pas envie de prendre de risques, n'a pas envie de devenir patron, n'a pas envie de devenir entrepreneur, n'a pas envie de faire des choses qui vont lui rapporter plus d'argent et qui préfère profiter de sa vie, en fait. Qui es-tu pour le juger ? Je veux dire, on a tous des exemples de personnes qui font juste leur travail parce que leur travail leur rapporte de l'argent, et c'est tout. Le travail, pour eux, est juste une façon d'avoir de l'argent et de pouvoir profiter de leur vie. C'est quand même quelque chose de magnifique, justement. La classe moyenne, c'est quelque chose de magnifique. Avoir la possibilité de travailler, d'économiser de l'argent, et ensuite de profiter de ton temps, surtout en France. En France, où vous avez une quantité de vacances qui est astronomique, je pense que quelque part, pourquoi est-ce qu'on est obligé de juger quelqu'un qui veut rester ouvrier toute sa vie ? Il a le droit, non ? Il nous fait tout un discours sur le fait que les employés et les patrons n'ont pas le même but, parce que sinon, les patrons, ils donneraient plus d'argent aux employés, mais peut-être qu'en fait, quand tu parles de la droite et que tu dis que leur seule volonté, c'est effectivement de défiscaliser des heures sup, etc., peut-être qu'en fait, une mesure qui est un peu plus à droite et qui pourrait aider, ça serait que l'État ne soit pas un parasite totalitaire qui vient prendre toujours plus d'argent dans cette transaction-là. Si les patrons étaient en mesure d'embaucher des gens et de leur donner plus d'argent sans avoir besoin d'en donner plus à l'État, crois-moi, ils le feraient en fait. Donc quelque part, je pense que ce que t'oublies dans cet échange-là, Antoine, c'est que c'est pas patron-employé, c'est patron-État-employé, et quelque part, surtout en France en fait, c'est l'État qui est le loup pour un peu tout le monde, parce que c'est eux qui vont en fait prendre une énorme part des revenus des entreprises et qui vont donc empêcher une certaine évolution des revenus des salariés. Donc là, il nous parle d'Amazon et du fait que, effectivement, on essaye de glorifier Amazon. Alors, je pense pas qu'on essaye de glorifier Amazon dans ce film, que j'ai pas forcément tant que ça apprécié, mais en tout cas, oui, tu peux prendre l'extrême, tu peux prendre Amazon et cet extrême, mais Amazon, c'est combien d'emplois, en fait ? C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que Amazon, oui, va y avoir une ou une autre personne qui s'est empêchée de prendre une pause pipi. Déjà, j'aimerais savoir, ça représente quoi sur combien de milliers d'employés Amazon embauche ? Et ensuite, pense au fait que Amazon, tu peux chier dessus autant que tu veux. Combien de personnes arrivent à se nourrir, à se loger, grâce à, justement, la possibilité de travailler pour Amazon ? Ça crée de l'emploi, que tu le veuilles ou non. Donc après, qu'il y ait des extrêmes, je veux bien, et après c'est le problème de ces gens-là en fait. Il y a un moment, c'est à toi-même de te respecter. Faut arrêter tout le temps de les infantiliser et de faire comme si ton patron te dit t'as pas le droit d'aller pisser, bah tu vas te pisser dessus. Non, je pense que quelque part, si tu fais ça,
c'est pas la faute seulement du patron. Ça veut dire que toi, tu t'es rendu en tant que personne à un stade où tu ne te respectes pas. Donc quelque part, à un moment, c'est ça en fait le problème principal à gauche, c'est qu'on ne respecte plus les gens comme des êtres capables de décision. C'est-à-dire que tous les gens vont devenir juste le fruit de ce qui les entoure. Ils se font porter au gré du vent et ils se font exploiter à droite, à gauche. Ils ont absolument aucun pouvoir décisionnel. Pour moi, ça, c'est l'expression du plus grand mépris possible en fait. C'est vous qui les méprisez, c'est pas l'inverse. Quand on va dire « Oh, tu peux te sortir les doigts du cul et tu peux faire quelque chose », soi-disant c'est ça qui est méprisant, mais en fait c'est l'inverse qui est méprisant. Penser que ces gens-là n'ont pas de cerveau et sont incapables de faire quoi que ce soit et ne se respectent même pas eux-mêmes, en fait c'est ça en fait le plus gros mépris possible. Bon après il nous dit que on représente pas souvent les gens qui travaillent au cinéma. Je sais pas exactement quel était le but en fait de ça. Après je vais pas non plus être de mauvaise foi, c'est-à-dire que sa vidéo elle parle du travail, donc c'est pour ça qu'il l'amène en fait dans sa vidéo. Mais peut-être que ce qui te manque, justement, dans cette réflexion autour du travail, c'est que la raison pour laquelle c'est pas ce qu'on montre le plus au cinéma, c'est parce que le travail ne définit pas forcément les gens. C'est-à-dire que pour une énorme partie des gens, leur travail ne les définit pas. C'est ce qu'ils font dans leur vie, c'est leur famille, c'est leur hobby, c'est leur centre d'intérêt qui vont les définir. Donc en fait c'est pour ça que parfois en fait au cinéma ça sert à rien de représenter le travail. Les gens sont plus que leur travail. Les gens sont plus que leur classe sociale, ils sont tous uniques à leur façon et ça n'a rien à voir avec leur classe sociale ou avec leur travail. Et ensuite, il va partir complètement en roue libre sur une espèce de comparaison entre la classe ouvrière au Bangladesh ou en Chine, etc., et la classe ouvrière en France. Comme si c'était la même chose en fait, mais c'est pas le cas du tout, c'est-à-dire que justement, les droits encadrent beaucoup mieux le travail en France qu'au Bangladesh. Quand il nous parle de capitalisme comme étant le grand méchant, parce que c'est ça qu'il va dire à la fin, il dit le grand méchant c'est toujours le même, c'est le capitalisme. Alors explique-moi comment, dans les pays justement qui sont capitalistes, les ouvriers sont mieux traités que dans les pays qui sont communistes. J'aimerais comprendre, parce que justement, si les ouvriers en Chine sont moins bien traités que les ouvriers en France, mais que le méchant c'est le capitalisme, j'aimerais comprendre. Je pense que l'une des grandes notions absentes en fait de cette vidéo, c'est de comprendre que le fait d'être patron ou le fait d'être employé, c'est quelque chose qui a pas seulement à voir avec la classe, du tout en fait. Ça a énormément à voir avec la personne. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a la créativité, qui a la capacité de prendre des risques, et bah t'as beaucoup plus de chances de te retrouver dans cette classe du patronat, entre guillemets. Parce que tu vas avoir des capacités de leadership qui vont être plus élevées. Et d'ailleurs, quand il nous parle justement des usines, et du fait que même si dans ces usines, ces gens-là, ils travaillent très fort, ils vont jamais gravir l'échelle sociale, et bah en fait c'est parce que ces gens-là, ils ont des capacités, et ils sont très disciplinés. Mais ça n'équivaut pas à un potentiel de développement et à de la créativité. C'est-à-dire que tu peux être extrêmement bon dans une tâche, ça fait pas de toi quelqu'un de créatif, ça fait pas de toi quelqu'un qui va apporter une plus-value. Si on ne te donne pas une façon d'exploiter ces capacités que tu as, et bah toi tu ne les exploiteras jamais. Donc quelque part, ce qu'il faut savoir se dire, c'est ça, c'est que le patron est nécessaire à l'employé, et vice-versa. C'est en fait ça la beauté du capitalisme. Le capitalisme, ça va permettre de mettre une valeur monétaire sur la force de travail de quelqu'un, et ensuite, il y a un marché du travail qui se crée, selon les capacités de la personne, selon ce qu'elle est capable d'apporter à ton entreprise, elle va être plus ou moins payée. Néanmoins, cette personne-là, il faut arrêter de faire perdurer le mythe que sans le patron, elle irait mieux. C'est pas le cas. Cette personne-là, elle a des capacités qu'elle n'aurait pas été capable de débloquer elle-même. La personne qui est extrêmement forte pour coudre des jeans très rapidement, elle aurait pas monté une usine de jeans, en fait. C'est complètement ridicule, en fait, comme paradigme. Bon, ceci étant dit, donc j'écoute de temps en temps les vidéos d'Antoine Goya. Je trouve qu'il a pas mal d'idées pertinentes sur le cinéma, comme je l'ai déjà dit, mais c'est arrivé 2-3 fois, effectivement, qu'il y ait des arguments politiques avec lesquels je suis vraiment pas en accord, et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais répondre. Donc voilà une petite vidéo là-dessus. J'ai pas la prétention de penser qu'il va répondre à cette vidéo, mais néanmoins, je me suis dit que je partagerais mon point de vue.